tous. C'est touchant de vous voir quand même aussi nombreux, alors que, bon, on a le repas quand même comme principal concurrent, et puis quelques autres tables rondes ici ou là. Alors, on est tous d'accord que finalement, la tech et l'innovation sont quand même une tendance de fond très forte sur ce 21e siècle. Et c'est vrai sur notre territoire. Voilà, Tech et Fest et son succès depuis hier en témoigne. Mais c'est vrai quand même de façon bien plus générale, et c'est ça qui nous intéresse. Alors, il nous a semblé de ce fait intéressant de mettre quand même au programme de Tech et Fest la communication, parce que finalement, ça reste un aspect par lequel peuvent briller ou périr les communications, les tech. Et bon, le titre de la table ronde, superficielle ou super pouvoir, est volontairement un peu dichotomique et manichéen. La table ronde ne le sera pas. Hein. On ne va pas poser la question complètement de cette manière-là. On avait plutôt envie de mettre un peu plus de nuances dans les histoires de la com et surtout de nous attarder sur des choses qui marchent plus ou moins bien et qui peuvent peut-être vous servir, et c'est ce qu'on espère surtout, dans vos activités à vous. Alors, le temps est relativement court, donc on va entrer plus dans le vif du sujet. On a réuni pour cette table ronde des personnes quand même qui sont très expérimentées, c'est ça qui me plaît, et c'est ça qu'on va essayer d'explorer, exploiter leur expérience. Alors, pour commencer, Catherine Picard. Catherine est professeure, elle est physicienne, est spécialiste dans les biomatériaux. Elle dirige depuis 2019 au CEA le laboratoire biologie et biotechnologie pour la santé et l'équipe biomimétisme et médecine régénératrice. Et elle est surtout auteure de plus de 150 travaux quand même à ce jour, et le compteur continue à tourner. Et elle a participé dans des dizaines de congrès, de conférences partout dans le monde. Elle fait également plusieurs projets de valorisation des ERC et des projets européens. Donc voilà, Catherine viendra partager ça avec nous. Donc vous voyez bien, on démarre à la source de la tech au labo. Puis on continue et on va plus loin. Donc Yann Roche, qui est le premier à côté de moi, Yann est également biologiste, mais il a adjoint à la biologie un MBA biotech et recherche. Hein. Et puis surtout, après, il est passé aussi dans le concret. Et en 2005, il cofonde avec Corinne Roucard, qui est dans le public, il cofonde la société Synapcell, qui propose un service inédit pour aider au développement des thérapies pour le cerveau. Et il est cofondateur et dirigeant donc, de Synapcell. Et enfin, Nicolas Fournier. Alors, Nicolas a également une double compétence. Cette fois-ci, c'est l'ingénierie et l'entrepreneuriat. Il a un master en entrepreneuriat, mais surtout, en fait, après une quinzaine d'années d'expérience dans les startups, des ETI, des grands groupes, il se décide de, lui, se lancer dans l'entrepreneuriat. Et il croise la route de deux hommes qui portent une idée d'innovation, un kiné et un médecin pour la rééducation. C'est comme ça que naîtra en 2017 De Synthé, qui développe et commercialise un dispositif très innovant. Bon, pour finir le tour de table, moi c'est Alexandra. Mon super pouvoir, c'est d'aimer tant les tech et la com. Et donc voilà, depuis 2009, j'ai une agence de communication qui traite que des sujets scientifiques, techniques et de l'innovation. Alors, si cette table ronde qui a été montée avec Medicalps réunis, vous avez vu quand même surtout des experts dans les sujets santé, vous verrez en fait les conseils en communication qu'on va essayer de dégager, eux, ne sont pas liés au secteur de la santé et sont bien plus généraux et utilisables ailleurs qu'en santé. Alors, sans plus trop tarder, et je suis encore dans les temps, on va entrer dans le vif du sujet. Et pour démarrer en fait avec du réel et tout de suite vous mettre dans le bain, essayons de dégager dans vos pratiques de tous les jours, qu'est-ce que la com? Comment ça se matérialise?
Ah, vous pouvez parler, hein. Allez, je me C'est même lance. souhaitable. Je me lance. Alors pour moi, la com, c'est la capacité à convaincre durablement un certain nombre d'interlocuteurs, que ce soit des partenaires techniques ou financiers, on pourra en parler tout à l'heure, que ce soit recruter des collaborateurs talentueux et les convaincre de venir chez nous et pas d'aller dans la pharma. Et puis aussi convaincre surtout des clients de changer leur façon de faire et nous confier ce qu'ils ont de plus précieux, c'est-à-dire des molécules, des candidats à médicaments qui sont valorisés plusieurs centaines de millions d'euros. Donc la com, pour moi, c'est avant tout ça. Voilà. Alors, Catherine, toi, la com, tous les jours, tu es chercheur quand même, pas communicante. Pour moi, la com, au niveau chercheur, c'est essentiellement des publications scientifiques. On va communiquer les résultats de nos recherches, soit à un public spécialisé, soit à du grand public. Et puis, c'est aussi des communications orales dans des conférences, qui sont aussi soit des conférences scientifiques dans notre domaine, ou des conférences grand public. Voilà. Alors nous, de Synthé, donc la communication, c'est à la fois effectivement la communication scientifique, on le disait, pour évangéliser sur la technologie. C'est aussi de la communication auprès du grand public. On est dans le matériel médical, donc c'est faire connaître auprès des patients nos technologies. Et puis plus globalement, dans l'entrepreneuriat, c'est aussi communiquer auprès de banquiers, auprès d'investisseurs, auprès de gens qui vont être là pour nous soutenir. Donc en deux mots, je dirais, c'est à la fois susciter l'intérêt, et puis c'est aussi, quand on est une start-up, rassurer, qui est un élément important si on veut embarquer des gens avec nous, quoi. Et ben voilà, donc vous avez un panorama déjà un petit peu concret. Allez, on va un peu plus loin. Catherine, dans la recherche scientifique, recherche, je ne dis même pas communication, il y a une ritournelle qui existe depuis des années 30, Publish or Perish. Alors, est-ce que c'est vrai? Pourquoi finalement doit-on communiquer quand on est chercheur? Alors, je pense effectivement que c'est très important de communiquer quand on est chercheur. Ça permet de transmettre le résultat de ce qu'on a produit, la science. Ça permet de le faire connaître à tout le monde, il y aurait une trace. Et aussi, ça nous permet ensuite de demander des moyens sur la base de ce qu'on a déjà publié. Donc c'est vraiment quelque chose de très important. J'allais dire, peu importe où on publie, de plus en plus, c'est reconnu qu'il y a énormément de moyens où on peut publier. Mais c'est vraiment quelque chose de très important pour tracer tout ce qu'on a fait. Et pas que finalement, parce qu'on communique, on se rencontre, on fait connaissance. Il me semble que même ton postdoc repose sur Oui. de la com. Alors la communication, souvent on commence par de l'écrit, par une publication écrite, et ensuite on va présenter notre travail à des conférences. Et à ces conférences, eh bien, on a la chance de rencontrer des personnes qu'on ne connaissait pas. Moi, dans mon cas, j'ai été éblouie par un chercheur américain qui a présenté à le tout premier congrès où je suis allée aux États-Unis. Et à cette occasion, je l'ai vu, j'ai trouvé que ce qu'il présentait était très intéressant, qu'il présentait très bien. Et ensuite, j'ai candidaté chez lui pour aller faire ce qu'on appelle un post-doctorat. Donc ça, c'était vraiment Et puis ensuite, j'ai eu ce post-doctorat. Et également, mais on en reparlera peut-être un peu plus tard, il y a des collaborations qui se nouent aussi grâce aux contacts qu'on fait dans des congrès et donc où la com finalement a été l'instigateur. Alors là, le côté rencontre personnelle, alors on a eu beaucoup de visio ces derniers temps, mais rencontrer quelqu'un, parfois par hasard, c'est de là que peuvent naître des idées de projet. Et moi, ça a été mon cas avec plusieurs fois, et notamment une fois à Bilbao, à un congrès, où une biologiste, on a fait un projet en revenant ensemble dans l'avion. On s'était rencontrés au congrès et on a créé un projet qui ensuite nous a permis de travailler ensemble pendant plusieurs années. Merci pour cette expérience. Alors, maintenant, Nicolas, en fait, en 2017, quand De Synthé se lance, votre vocation est finalement d'avoir un dispositif médical qui aide dans la réhabilitation des gens qui ont des problèmes avec les membres supérieurs ou inférieurs à la suite d'une maladie, d'un accident ou handicap. Mais quand tu m'en as parlé, tu m'as dit que c'était un ovni. Bon, c'était un ovni en 2017. Aujourd'hui, je crois que vous avez plus de 200 appareils installés sur plus de 3 continents au moins.
Comment finalement on passe d'un ovni à quelque chose qui est réellement déployé sur le terrain, dans les hôpitaux et auprès des patients surtout? Alors c'est une question un peu essentielle. Je dis quand on est une start-up, forcément start-up, il y a cette notion un peu d'éphémère derrière start-up. Ça veut dire que start-up, il y a un sujet de durée de vie et d'avancer et finalement d'arriver toujours à se financer pour aller le plus vite possible vers la rentabilité. Et donc il faut communiquer suffisamment tôt, rapidement pour faire parler de son innovation, pour faire connaître son innovation. Parce que le temps est compté. Et ça c'est important de l'avoir en tête. Et donc, on a tendance parfois au début à se dire je vais finir mon produit et puis je communiquerai quand il sera vraiment fini, impeccable. Et en fait, souvent on fait une erreur. Il faut très tôt commencer à communiquer sur son innovation, sur son projet, même quand on est au stade embryonnaire. On a commencé à communiquer. Et on a fait la une du Progrès avec un dispositif qui était tout bricolé en bois, qui n'était pas du tout fini. Mais ça nous a permis quand même de nous faire connaître. Donc, j'allais dire, pas rester dans le bureau, justement aller au contact des clients. Et c'est vrai que c'est aussi le rôle du chef d'entreprise de porter ce message sur le terrain au quotidien, auprès des clients, auprès d'investisseurs, auprès de l'écosystème. Le deuxième sujet, c'est qu'on a été aussi donc, porter cette innovation, nous, très vite dans les centres de rééducation qui sont nos clients, auprès des thérapeutes, où on passait 3 jours par semaine, même quand le projet n'était pas fini, à essayer de collecter des informations, à essayer d'échanger. On se présentait d'ailleurs comme une équipe de recherche, nous, qui travaillait sur cette technique-là, pas forcément comme une start-up, ça nous permettait d'ouvrir les portes un peu plus facilement. Mais ça permet de faire cette phase d'évangélisation de manière un peu smart, parce qu'on n'était pas forcément des commerciaux et pas pris comme ça, et de porter notre idée et vraiment d'essayer d'introduire ce concept-là qui finalement, petit à petit, avec le temps, a pris. Et dans un deuxième temps, on a commencé à aller un peu plus loin et à solliciter des médias pour faire des campagnes de communication un peu plus poussées. Donc, je pense que dans la dynamique entrepreneuriale, c'est important de s'y prendre très tôt, vraiment bien cibler son public et que le chef d'entreprise, l'équipe, prenne du temps pour parler, parce que parler, c'est aussi en retour collecter plein d'informations. Et c'est ces informations qui rendront le produit ou le projet d'autant plus pertinent, quoi. Donc c'est un instigateur en fait d'échange et d'informations retour. Donc communiquer et périr, ou périr finalement vaut pour les entreprises aussi. Alors Yann, quand Synapcel se crée, quand vous le créez, il ne s'est pas créé tout seul, on est d'accord, mais vous le créez finalement autour d'une expertise sur l'EEG, donc qui est l'enregistrement du fonctionnement électrique du cerveau. Et vous le créez surtout avec une application, c'est l'épilepsie, qui a un problème électrique dans le cerveau, donc tout va bien, vous êtes sur un terrain connu, et vous et vos clients. Et puis, 10 ans plus tard, vous avez la conviction quand même que cette technologie, elle pourrait aider également à objectiver la réponse du cerveau aux candidats médicaments pour d'autres pathologies aussi, l'Alzheimer, Parkinson, etc. Sauf que vos interlocuteurs changent, il y a un changement de cap et vous avez presque l'impression de vous mettre à parler une langue étrangère. Alors tu veux nous parler un petit peu de cette expérience-là ? Avec plaisir, ouais. Donc effectivement, nous sommes 10 ans après la création et on décide de faire ce pivot de positionnement qui est un pivot quand même assez compliqué. Donc 3 ans avant ça, on a l'intuition avec mon associé que notre technologie, elle peut impacter les autres domaines en neuro. Et alors c'est très large, des troubles moteurs, la psychiatrie, au neurodégénératif. Et donc le problème, c'est que, alors déjà, on lance un programme de recherche pour objectiver ça, et très rapidement, en 2-3 ans, on a les preuves de concept. Comme quoi, l'idée, elle n'est pas farfelue. On a des éléments très concrets pour dire qu'il y a un potentiel d'impact fort. Mais comment on fait ? Parce que ça fait 10 ans qu'on installe un positionnement sur un marché. On a une identité forte. Le positionnement en communication, c'est fondamental. C'est vraiment la colonne vertébrale de l'entreprise. Et donc là, on se pose beaucoup de questions. Il n'était pas question de casser la dynamique sur l'épilepsie. Donc on se réunit tous avec les équipes. On bosse là-dessus et on s'entoure de professionnels. De la communication, dont tu faisais partie, Alexandra, aussi, à l'époque. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle on va en plein mal de choses. C'est pour le partage Mais en fait, il y avait de conclusions. de la communication sur pas mal
de domaines. Et alors, on a finalement réussi l'opération. Alors, comment on a fait? J'ai 3 choses que je peux vous dire. La première, c'est on s'est lancé dans une grande étude d'interviews de gens de plein de domaines différents sur ce métier-là. Et on a testé le concept. On a testé le concept et on est allé très loin dans les interviews pour aller tester même les mots, les termes utilisés, pour avoir suffisamment d'éléments pour construire une proposition de valeur qui était précise, pertinente, vraiment efficace. Et donc on a cherché surtout à simplifier le discours et le rendre précis. La deuxième chose, c'est qu'on a utilisé une communication, je vais dire, un peu poreuse, en utilisant les actifs qu'on avait déjà sur l'épilepsie pour, de manière un peu, en grossissant le trait, les ramener sur les autres domaines. Et, par exemple, les antiépileptiques jouent aussi un rôle dans d'autres pathologies. Les acteurs peuvent être sur plusieurs domaines. Donc on a utilisé ça pour faciliter la tâche en utilisant des grands noms, voilà, et on a séquencé ça aussi avec les 10 ans de la boîte, donc en revoyant toute une charte de communication, enfin on a séquencé ça comme ça. Et le troisième point, ça c'est un point très important, c'est qu'on a utilisé des leaders d'opinion, des ambassadeurs, des gens qui avaient une vraie crédibilité sur les domaines. Et je prends un exemple qu'on a eu en épilepsie qui est assez majeur, c'est qu'on a identifié un leader d'opinion, un vieux professeur, non, un professeur senior dans une université qui faisait la pluie et le beau temps et qui introduisait tous les congrès en épilepsie et qui était aussi au bord des biotech. Et donc, on a essayé de le convaincre. Mon associé l'a déjà rencontré aux États-Unis. On l'a fait revenir à Grenoble. Et j'ai vu à un moment donné, quand on a présenté le slide deck, qu'il y a une ampoule qui s'est allumée. Il a dit, c'est génial votre truc, mais pourtant, c'est un homme de l'art. Il aurait dû comprendre tout de suite, mais il a fallu du temps. Et à partir de ce moment-là, on lui a glissé 2 slides dans sa présentation et il a parlé de nous un peu partout et ça a tout changé. Donc, si je résume, je pense qu'il faut, dans la communication, simplifier le discours, grossir le trait, et puis répéter. Et voilà, c'est peut-être ça qui fait qu'on est là aujourd'hui. Voilà. D'accord, donc on finit avec une image. Bon, bah, c'est bien, super. Simplifier, grossir le trait, répéter. Vous voyez, vous avez tout de suite l'image qui se construit. Alors, on est tous d'accord qu'il est le nerf de la guerre, que sans lui, qu'on soit chercheur ou entrepreneur, on n'avance pas. Bien entendu, on parle de l'argent et des fonds. Alors, comment finalement cette communication-là, comment elle se positionne à celle plus professionnelle? Yann, typiquement. Alors, comme à chaque fois, quand on communique, il faut s'adapter à l'interlocuteur. Et quand on parle de finance, il faut changer de canal. Évidemment, on n'est plus sur la technique. Et même là, il faut être fin. C'est-à-dire qu'on ne parle pas à un banquier comme on parle à un investisseur. On raconte la même histoire. Ce n'est pas une entreprise différente, mais on y va avec des éléments. Avec un banquier, il faut y aller avec des éléments de sécurité, de garantie, de capacité d'autofinancement, enfin ce genre de choses. Et alors qu'un investisseur, on va être plutôt sur le management du risque, le taux de rentabilité à terme, des capacités de sortie, de la gouvernance. Enfin, on met pas les mêmes choses en avant. Et moi, je me souviens dans les premiers pitchs, parce qu'on fait plein d'erreurs, c'est comme ça qu'on apprend d'ailleurs, on en fait beaucoup quand on se lance. C'est de se rendre compte qu'au premier pitch, quand on commençait à mettre des slides techniques, on perdait l'attention. Je me rappelle d'un qui regardait sa montre, ça m'a marqué. Et donc, alors maintenant, je parle d'un temps où il y avait moins d'investisseurs spécialisés. Maintenant, ils sont un peu plus spécialisés dans la tech. Mais voilà, prendre conscience qu'il faut savoir s'adapter à son interlocuteur. Être scientifique, mais ne pas faire trop scientifique quand même. Nicolas, une expérience à partager de ton côté? Oui, plusieurs choses. Je pense qu'effectivement, la communication, c'est un enjeu essentiel quand on est en phase de levée de fonds. C'est vraiment un bon moyen de se faire connaître. À la fois pour attirer des fonds, parce que quand on communique bien, on peut aussi comme ça attirer des fonds, ça c'est clair. Quand on est en phase de levée de fonds, on a tendance à dire je vais rencontrer des fonds, je vais pitcher, ils vont trouver mon projet super, ils vont poser quelques questions et puis on va rentrer s'ils sont d'accord dans une phase de due diligence et puis ça va avancer assez vite. En fait, c'est souvent un process qui est long parce que les investisseurs ont besoin aussi de connaître l'entrepreneur, de connaître l'entreprise, de s'assurer que ce qu'ils ont raconté dans le premier rendez-vous, ça tient la route et qu'en fait, ils vont délivrer dans les premiers mois l'histoire qu'ils ont racontée au premier rendez-vous, quoi. Et donc la communication, c'est aussi un moyen, quand on exécute ce qu'on fait, de communiquer aussi aux investisseurs pour leur montrer, voilà, je vous ai raconté ça il y a 3 mois,
aujourd'hui on est là, et de montrer la dynamique entrepreneuriale du projet et de l'entreprise. Oui, de créer Donc, une relation de confiance. créer cette également. relation. Donc ce process de levée de fonds, la communication tout au long du process, elle est importante. Et à l'inverse, j'allais donner un autre truc, c'est que c'est vrai que parfois aussi face à des investisseurs, on a envie d'être très enthousiaste, de raconter plein de choses. Voilà, ce qu'attend aussi un investisseur, c'est d'être relativement factuel, d'être relativement efficace dans son job. Et donc là aussi, les réponses souvent doivent être plutôt efficaces, quoi. Moi, je conseillerais plutôt des réponses factuelles, une phrase à une question, Sujet, verbe, complément. rapide et efficace. Voilà. Bon, alors, Catherine, il y a quelques années, en fait, parler de l'argent aux chercheurs, c'était vraiment presque un tabou. Sauf que la réalité n'est quand même pas celle-là, hein. Quand vous écrivez des projets, quand vous demandez des grants, quand tu fais de la valorisation, bah, forcément, en fait, tu ne communiques pas de la même manière que quand tu écris un article ou quand tu vas dans un congrès. Alors, qu'est-ce que tu veux partager avec nous de ton expérience? Alors Nicolas a utilisé le terme de levée de fonds. Pour les entreprises, c'est levée de fonds. Pour nous, ça s'appelle répondre à des appels à projets, où on va répondre à des appels, donc on doit rédiger. Donc c'est là où l'écrit est très important, puisque ces appels, ces projets, ils vont être ensuite expertisés par des personnes qui sont souvent expertes dans un domaine, mais pas pile poil dans le nôtre. Donc il faut quand même convaincre, être suffisamment clair, et en même temps montrer qu'on est capable de faire ce qu'on veut faire. Donc ça, c'est plutôt pour enclencher et obtenir des financements. Et puis ensuite, il y a quelque chose qui est très très important, qui est une fois qu'on a obtenu des résultats, c'est aller en rendre compte, les communiquer. Et ce qui peut se passer, donc nous, on a beaucoup de soutien de fondations biomédicales, puisque nos travaux s'appliquent à la santé humaine, notamment la Fondation Recherche Médicale, FRM, ou la Ligue contre le cancer. Et là, ces fondations, elles peuvent nous demander de présenter en quelques diapositives et de façon synthétique nos résultats ou notre projet à destination, par exemple, des patients ou des personnes qui sont dans les comités. Donc là, c'est encore un exercice de communication qui va être plus sur la communication orale, mais qui est très, très, très importante, où il faut qu'on explique de façon simple ce qu'on fait. Donc c'est vraiment très important dans notre métier. Alors, comme on a un petit peu de temps, abordons aussi quelque chose qui est super important, qu'on soit finalement en entreprise ou en laboratoire. Vous avez tous 20, 40, 50, 60 personnes qui font partie de vos équipes respectives. Donc, vous êtes tous managers. Comment la communication intervient dans le management? On commence ? Allez. Allez, j'y vais. Moi, je pense que ça réside dans la capacité à donner un cap. Moi, j'aime bien dire donner une image haute définition du futur. C'est comme ça qu'on arrive à manager les gens, surtout quand on a un management comme le mien qui est plutôt basé sur la confiance et l'autonomie. Donc ça, c'est important. Alors, peut-être une astuce, c'est quelque chose qu'on fait depuis plus de 10 ans et qui marche très très bien. On utilise le séminaire ou la convention, on fait la convention synapsale en général au moins une fois par an. Et l'idée, c'est de réunir l'ensemble des équipes dans un lieu différent et de travailler la communication là pour donner de la cohérence à ce qu'on fait en fonction du cap, rappeler le cap et de relier l'ensemble des actions entre elles. Et ça, c'est vraiment un exercice extrêmement puissant de communication au service du management général de l'entreprise. Donc de la visibilité, du sens. Du sens, de la cohérence, en fait, surtout parce que les équipes, maintenant on est 50, on a une croissance assez rapide, tout le monde est concentré, comme il y a beaucoup de travail sur son métier, et a du mal à voir ce que fait finalement le département d'à côté. Ça peut créer des tensions, ça peut créer de l'incompréhension, et ces moments-là sont vraiment, c'est un moment de synchronisation très très important et très efficace. Alors malheureusement, on n'arrive à le faire qu'une fois par an. Ça, je pense que mes collaborateurs, il y en a quelques-uns dans la salle, pourraient dire la même chose. C'est quelque chose d'extrêmement efficace, mais ça devrait être fait beaucoup plus souvent. Mais voilà. 50 personnes, c'est compliqué à réunir. Voilà. Oui, exactement. Déjà, bon, un pas à la fois. Au moins, ouais. Nicolas, Catherine. Je pense qu'effectivement, un enjeu en management, c'est surtout d'avoir un alignement des équipes avec le projet stratégique de l'entreprise. Donc le gros enjeu, c'est d'arriver
être suffisamment clair, simple sur le projet stratégique à long terme de l'entreprise et puis sa déclinaison sur un plan d'action court terme. Donc le partager à la fois dans le quotidien, nous on fait des réunions hebdomadaires pour partager les plans d'action court terme. Et puis comme tu le disais, des séminaires qui permettent vraiment de partager la vision, les objectifs à long terme, histoire que vraiment toute l'équipe soit embarquée dans cette dynamique. J'ai un autre sujet en communication qui est aussi intéressant en interne, qui est chaque personne dans l'entreprise est un ambassadeur de l'entreprise. Et parfois, on oublie des fonctions qui peuvent paraître annexes. Je donne un exemple sympa. Nous, on a des personnes qui font la maintenance de nos dispositifs médicaux dans les établissements. Et en fait, ce sont des ambassadeurs puisque c'est les premières personnes que les clients voient au quotidien quand ils viennent faire la maintenance sur un site. Ils rencontrent nos clients et ils sont amenés à défendre l'entreprise. Et donc, on a un enjeu aussi à former ces personnes-là sur la manière de se comporter, d'interagir avec les clients, de communiquer sur des bonnes nouvelles, parfois aussi de collecter de l'information. Donc on a tendance souvent à se dire la communication, c'est le rôle du service com, du dirigeant, des commerciaux, c'est un peu plus évident aussi parce qu'ils portent le message. Mais toutes les personnes qui sont en contact direct avec l'entreprise sont des ambassadeurs et donc sont porteurs d'un message, quoi. Ah oui, ça c'est intéressant cette vision. Finalement, la com, c'est loin d'être que le dirigeant et le service com, c'est un peu tout le monde. Et nous, dans notre cas, alors on est une unité de 4 équipes. Chaque équipe, de façon propre, se réunit une fois par semaine et organise sa réunion d'équipe comme elle le souhaite. Ensuite, à l'échelle de l'unité, on a un temps par semaine d'une heure où on a des réunions générales, que ce soit des présentations scientifiques ou des réunions d'information destinées à tout le monde, parce que comme disait Nicolas, c'est important d'inclure tout le monde. Et puis, comme disait Yann, on fait une fois par an un événement hors mur, où là, l'idée, c'est vraiment de sortir de son cadre et d'avoir un temps à la fois un peu de travail, mais convivial, pour faire du lien entre les personnes, qu'elles apprennent à se connaître. Et on a aussi quelque chose qui, chez nous, a été mis en place par les jeunes chercheurs. C'est un moment de café, une fois par semaine, et ça, café gâteau. Donc là, c'est plutôt informel pour discuter. Parce qu'après la période de Covid, où on a eu beaucoup de visio, les échanges d'emails, c'est quand même limité. Donc le fait d'apprendre à se connaître, tout simplement, et de passer un moment ensemble. Donc tout ça, ça contribue au fait qu'on va avoir envie de travailler là où on est, et on va échanger des informations. Et avoir du plaisir à partager du temps ensemble. Alors, si on essaie de résumer très vite fait les quelques leçons de cette première partie sur la com qui marche, en quelques mots, quels sont les ingrédients d'une com réussie? Alors moi, je tendance à dire, les ingrédients, c'est, tu l'as dit, je pense, c'est la clarté et la simplicité du message. Ça, c'est la première chose, et qui soit partagé donc avec les équipes. Et la deuxième chose, c'est la répétition, et encore une fois, la répétition, et la répétition. Et on a tendance à dire, j'ai tendance parfois à agacer un peu les équipes en leur disant chacun a envie de faire ses présentations, de rajouter son bout de truc sur le machin. Moi, je leur dis toujours, attendez, il y a un modèle, il y a une présentation, même si c'est pas, voilà, on va réutiliser les mêmes slides parce que on doit marteler les mêmes messages. Les équipes commerciales, nous, sont entraînées à sortir un discours qui est très clair. Chacun sort le même message parce que je souhaite que tous les clients entendent le même message. Et je suis convaincu que c'est quand même la répétition qui fait que ça rentre. Donc, on joue beaucoup sur cet aspect-là. Oui. D'accord, donc sans répéter, qu'est-ce qu'on peut ajouter? Non, moi, je partage tout à fait ce qu'a dit Nicolas, et je rajouterais que du coup, pour pouvoir donner ces messages, il faut les travailler. C'est-à-dire qu'il faut d'abord faire un travail sur soi pour dire voilà, quel est le message, quels sont les messages que je veux ou qu'on veut transmettre. Et ça demande du travail, mais une fois qu'on a fait cet exercice, après, on sait exactement ce qu'on va vouloir transmettre. Parce que on nous dit toujours, si vous ne savez pas vous-même ce que vous voulez, vous ne pourrez pas convaincre les personnes. Oui, exactement, il faut le temps que ça cristallise, donc préparer, se donner ce temps-là. Yann?
Alors, qu'est-ce que je peux En ajouter? un mot, 2, 3, allez. Ouais. Non, je vais ajouter une chose, c'est que la communication, je l'ai dit plusieurs fois, on doit adapter la communication à la cible. Et ça, c'est vraiment très important. Encore faut-il la connaître. Et pour la connaître, c'est-à-dire qu'il faut s'intéresser très sérieusement à l'interlocuteur en amont, et même partir du principe qu'on ne le connaît jamais vraiment. Et donc, ça veut dire qu'il faut adapter, mais derrière, il faut aussi vérifier ce qui a été perçu. Une communication importante, c'est ce qui a été perçu, c'est pas ce qui a été envoyé. Ben là, il faut, je sais pas, soit on peut utiliser des techniques de reformulation, il faut enquêter, mais il faut partir du principe qu'on est très souvent à côté de la cible. Voilà. Donc ça, Observation super intéressante. Effectivement, la communication, il ne faut pas du tout qu'on l'imagine comme un processus dans un sens. C'est une bonne communication et plutôt quelque chose qui va dans les deux sens. On envoie et on récolte quelque chose en retour. Et s'il n'y a pas de quelque chose qu'on récolte, que ce soit un regard qui s'allume dans ce cas-là, il faut qu'on change et qu'on s'adapte et qu'on cherche encore et encore. C'est pour ça qu'on va vous interroger juste après pour vérifier. Ouais, il y a un QCM qui est prêt. Alors, notre promesse était quand même d'évoquer aussi ces choses qui ne sont pas finalement très glorieuses, qui ne sont pas serviables, qui, même en sens de la responsabilité des entreprises, ne sont peut-être pas ce qu'il y a de mieux à faire. Et moi, première, voilà, j'ai beau vivre de la communication, je ne défends pas la communication à tout prix, tout le temps et sous toutes les conditions. Alors, partage d'expérience, on continue encore. Quelles sont ces choses que vous avez observées, vécues, vous, ou vues chez vos collègues ou voire concurrents, et vous vous êtes dit, bah non, finalement, ça, c'est une perte de temps, c'est une perte de moyens, c'est un danger peut-être. Allez, Nicolas, je te sens prêt. Alors en communication, notamment quand on est une start-up, un des premiers leviers pour se faire connaître sont les concours. Vous avez beaucoup de concours qui sont des concours dans lesquels vous avez à remplir un formulaire qui vous demande de décrire votre projet, parfois même un pitch, et avec des prix qui peuvent être sur des aides, voire même de la visibilité. C'est un super levier pour arriver à faire connaître son projet, son entreprise. Il y en a beaucoup au niveau régional, au niveau national, par filière. Donc c'est vraiment un levier sur lequel on peut s'appuyer, notamment quand on est jeune et qu'on n'a pas forcément les moyens d'investir beaucoup dans la communication. À l'inverse, il y a un risque qui est quand même connu, qui est de passer son temps à ne faire que ça. Et il ne faut pas oublier qu'entre les concours, il faut quand même faire avancer son projet. C'est vrai que quand on gagne un concours, on en a gagné quelques-uns, ça flatte l'ego. On est parfois un peu cité dans les journaux. On reçoit un petit trophée qu'on est content d'aligner dans les bureaux. C'est sympa, mais si derrière la machine elle tourne pas, si la machine elle avance pas, on a connu, et on en parlait tout à l'heure, dans nos régions respectives, pas mal de projets qui ont fait la une des journaux pendant une bonne période et qu'on voit moins aujourd'hui. Parce que je pense qu'ils ont passé trop de temps effectivement à faire des concours et pas forcément concrètement à s'investir dans le terrain et à faire avancer le projet, quoi. Donc le risque, c'est effectivement de dire c'est bien de faire des concours, mais il faut aussi penser quand même à faire avancer son projet, quoi. Oui, et de confondre aussi communication et commerce, action commerciale pure. Elles doivent exister quand même dans nos sociétés. On ne peut pas juste compter sur la com. D'autres expériences ? Moi, je peux parler du moment, peut-être des moments auxquels il faut communiquer. Souvent, dans les startups au démarrage, on a tendance à penser que voilà, si on parle, on va nous piquer l'idée, etc. Donc, moi, ça dépend. Je dirais que le moment, ça dépend du cycle de la phase dans laquelle vous êtes. Si on est au début, il faut communiquer très très vite. Il y a plus à gagner à récupérer de l'information sur le marché qu'à se faire piquer l'idée. C'est rarement le cas. Donc ça, c'est important. Par contre, un peu plus tard dans l'exploitation, et ça, on l'a expérimenté, il peut être intéressant de retenir un peu l'information pour essayer de construire un buzz et éviter d'amener de la frustration sur le marché. Là, par exemple, on a communiqué trop tôt, il y a pas très longtemps, sur une innovation et on n'est pas prêt. On n'est pas prêt parce qu'on est pris par ailleurs, on a une forte production, une grosse accélération. Et on génère de la frustration. On dit voilà, ça fait 2 fois que vous communiquez et vous en êtes où ? Il y a de l'attraction marché, il y a des projets et on ne peut pas renvoyer. Donc
Voilà, le moment de communication doit être travaillé, le timing est très important. Oui, il faut être prêt aussi technologiquement. Pourtant, bon, Nicolas nous a parlé tout à l'heure d'une com alors que le proto était encore en bois. Donc finalement, ça dépendra aussi de la nature du projet et de l'aptitude à monter en puissance vite. Oui, alors je disais, nous on a communiqué en 2017, on avait encore des protos en bois, on était en phase de développement du projet, on l'a sorti quasiment 1 an et demi après. Malgré tout, c'était une phase un peu critique pour nous parce qu'on avait à peine créé l'entreprise et on allait voir des fournisseurs, des bureaux d'études, des sous-traitants en leur disant on vous rassure, on est une super équipe, on va faire un super projet, vous allez voir, voilà un peu notre prévisionnel de vente, ça va être génial pour vous. Et les fournisseurs nous regardaient en disant vous êtes sympas les gars, vous êtes 3, votre boîte elle a 2 mois et demi, vous n'êtes pas le premier à venir me voir. Et on a quelques casseroles derrière, donc on ne sait pas trop. Et c'est vrai que la communication, le fait de faire la une du Progrès, de communiquer un peu dans les médias et d'avoir un peu de visibilité, a donné une forme de caution au projet et a fini par rassurer finalement tous ces fournisseurs, au final, qui se sont embarqués dans le projet et qui nous ont accompagnés. Donc, même dans des phases de développement, effectivement, comme tu disais, je pense qu'il faut vraiment bien gérer le timing, mais ça peut être aussi un levier finalement pour réassurer l'entourage, rassurer l'écosystème. On parlait des banquiers, mais aussi des fournisseurs pour faire en sorte d'embarquer des gens avec nous, pour de recruter, mais aussi des sous-traitants, des fournisseurs, des partenaires, quoi. Ah oui, je vous ai pas promis des nuances, mais il y en a des nuances finalement. Voilà, il n'y a pas une seule et bonne règle. Ça dépendra du marché, de la nature du projet, du moment dans la vie du projet, du moment dans la vie de l'entreprise au moment de ce projet-là. Google, par exemple, à un moment, avait l'habitude de lancer comme ça des projets, de les tester en bêta version et puis mais il pouvait le faire parce qu'il avait une équipe qui était très très forte qui captait les résultats de la bêta et pour continuer dans le progrès. Mais quand on est une start-up, on n'a pas forcément toujours cette puissance, donc il faut réfléchir à sa stratégie, à sa façon de faire. Et Catherine, dans la recherche, est-ce que communiquer c'est toujours bien ou il y a quand même des nuances là aussi? Bon, nous, ce qui est un exercice assez difficile, c'est d'écrire les articles. Il m'est arrivé au départ, on nous proposait après des congrès d'écrire ce qu'on appelle les actes de congrès. Donc au départ, j'ai fait ça quelques fois et après, je me suis rendu compte qu'il valait mieux prendre du temps pour écrire quelque chose qui va être diffusé dans un journal qui est reconnu. Et désormais, ce qu'on fait, on publie en ce qu'on appelle des archives ouvertes. C'est-à-dire, dès qu'on a un article qui est prêt, on le soumet, il y a un certain nombre de répertoires où on dépose nos articles, comme ça ils peuvent être accessibles au plus grand nombre. Et ensuite, dans un deuxième temps, ils sont examinés par des pairs. Mais le fait de diffuser, ça va permettre que d'autres personnes vont pouvoir travailler sur la base aussi de nos résultats. Et là, on croise aussi, quelque part, sans l'avoir évoqué, la réflexion sur la propriété intellectuelle, sur la protection des idées, etc. Ça aussi, c'est quelque chose qui doit être mûrement réfléchi. Et j'étais étonnée de discuter hier avec des amis qui travaillent dans la protection intellectuelle et qui, encore aujourd'hui, alors qu'on a l'impression que l'API est quand même très connu dans le monde scientifique et de chercheurs, rencontrent des gens qui ont divulgué leur innovation et ensuite ne peuvent plus la protéger. Alors ça, on ne l'a pas précisé, mais effectivement, la première question à se poser, c'est est-ce que ça peut faire un brevet? Et à ce moment-là, si ça fait un brevet, on fait d'abord le dépôt de brevet avant de publier en ouvert, puisque sinon, on ne peut plus déposer un brevet. Donc c'est quelque chose d'important à préciser. Alors, on s'est réservé quelques minutes pour vos questions. Qui se lance? Ah, merci Sarah. Question va te plaire, Alexandra. Par rapport à la vulgarisation, pour ceux qui sont chercheurs à l'origine, moi, je vulgarise depuis 20 ans. On est passé d'une super résistance chez mes clients à vulgariser, à transformer un discours scientifique en discours plutôt vulgarisé ou même marché, pour ceux qui vont du labo vers un marché. Est-ce que vous avez vécu un moment où vous vous êtes vraiment trompé, quelque chose qui s'est mal passé, qui vous a fait dire ah oui, il faut vraiment que j'adapte mon discours, que je vulgarise plus? Ah c'est une bonne question. Alors,
Catherine, peut-être, pour commencer? Non, moi, c'est plutôt que moi-même, je n'avais pas tendance à vulgariser. Je suis très technique et dans mon laboratoire, donc il m'a fallu faire un effort pour m'ouvrir et finalement, je me suis rendu compte, ne serait-ce qu'avec mes amis ou ma famille, je ne parlais jamais de ce que je faisais. Il y avait comme une retenue, c'était trop compliqué. Et puis à un moment, on m'a proposé de faire un TED Talk X, il y a 10 ans à peu près. Et ça a déclenché quelque chose où là, j'ai vraiment travaillé, mais ça m'a demandé énormément de travail au départ. Et après, ça a enclenché plus de choses. Ah oui, plus c'est simple finalement, plus il faut travailler pour rester juste. Pour rester juste. Mais comme tu l'as dit, finalement, là encore, je pense qu'on retrouve l'idée, si on l'a travaillé, si on a bien réfléchi, si on s'apprête à, ça viendra de plus en plus facilement. Nicolas ou Yann? Moi, je vais vous donner mon expérience. Moi, je viens d'un domaine qui n'a rien à voir avec le domaine dans lequel j'ai démarré cette entreprise. J'avais 2 associés qui étaient des chercheurs. Et donc moi, je suis devenu à un moment donné le porte-parole de l'entreprise. Et donc, je leur demandais de m'expliquer jusqu'à ce que je finisse par comprendre de manière assez simple et que j'arrive à répéter de manière cohérente ce qu'ils m'avaient expliqué. Donc, je ne vous cache pas qu'il nous a fallu quelques petites séances animées de répétition pour construire un message qui était structuré. Mais l'exercice est vachement intéressant justement parce que le chercheur a envie de raconter plein de détails, de donner plein d'éléments qui sont piquants et qui animent sa vie au quotidien. Et c'est vrai qu'en communication, on le disait, il faut rester relativement simple et structuré. Donc la vulgarisation, effectivement, c'est un élément un peu clé quand on souhaite sortir du labo et passer plutôt dans le monde économique. Est-ce qu'on a une autre question? Oui. Bonjour, moi mon métier il est plutôt commercial et ce que je remarque même dans la communication hyper technique, hyper scientifique, c'est qu'elle doit être à libération prolongée. On ne peut pas commencer à donner toute l'information tout de suite et il y a cette notion de la relation commerciale qui grandit avec la proximité qu'on essaye de construire avec nos prospects, nos clients, etc., etc. Et tout au long de cette relation commerciale, la communication se densifie et se détaille. Et vous, en termes d'outils, vous modulez cette communication commerciale en particulier? Ah, merci, c'est intéressant ça. Oui, je le disais tout à l'heure, en fait, avec les équipes commerciales, on a travaillé. Donc nous, notre métier, on fait du matériel médical qu'on vend dans des centres de rééducation, et donc on vient présenter ce matériel auprès d'équipes de kinés ou d'ergothérapeutes, des médecins, dans les centres de rééducation. Et souvent, on a 10 minutes au début pour présenter le concept et puis après tester avec des patients. Et ces 10 minutes, en fait, c'est surtout les premières minutes qui sont un peu clés pour attirer l'attention, passer les messages essentiels. Et souvent, on a envie d'en dire beaucoup, mais dire l'essentiel, ça permet de susciter l'intérêt et on se rend compte qu'en fait, une fois qu'on a commencé à attirer et prendre la pelote, c'est eux qui déroulent la pelote et qui posent des questions. Et on rentre dans un échange qui est souvent beaucoup plus poussé, beaucoup plus constructif, et surtout qui est issu de questions qui viennent et de préoccupations qui viennent des clients. Donc c'est beaucoup plus pertinent que de dérouler un discours qui soit trop long. Donc voilà, il faut savoir ajuster, ce qui n'est pas simple parce qu'on a souvent envie de tout dire. Et moi, je suis le premier à avoir envie d'en rajouter parce que ce truc-là, c'est génial, il faut le dire, ça va intéresser telle personne et ci et ça. Voilà, il faut arriver à trouver le bon curseur, le mettre au bon endroit. Et en fait, il faut essayer, je pense. Il faut faire des essais et puis voir comment ça réagit. Et puis finalement, trouver la bonne recette, quoi. Yann? Une petite réponse ou une synthèse entre les deux questions. Là, c'est la séquentialité de la communication, en tout cas dans l'aspect commercial. C'est-à-dire qu'au départ, dans l'innovation pour nous, on doit forcément adresser les gens qui sont technophiles, sur les arguments techniques, etc. Ce à quoi est opaque 80% des acteurs. Donc si on communique de manière générale sur les aspects techniques, on perd une grosse partie de la cible. Et si en même temps, si on ne commence pas par ces technophiles, on n'est pas crédible. Donc la stratégie chez nous, c'est plutôt ça. On va avoir un argumentaire technique, innovant, risqué. Et ensuite, on balaye et on est sur la performance, la qualité, les références, ce qui est une communication complètement différente. Et là, on emmène
les suiveurs. On va vraiment, et il faut passer par cette séquentialité-là. Voilà. Enfin, en tout cas, c'est mon retour d'expérience. Et à chaque fois qu'on a innové sur un marché, c'est toujours comme ça. Moi, j'étais surpris au début. Hein. Je pensais que l'innovation, tout le monde était très attiré par ça, ce qui n'est absolument pas le cas. Voilà. Alors, le gong sonne. Est-ce que j'ai droit à encore une question? La régie. Oui, la régie a dit oui. Dans la chronologie de vos boîtes, alors du coup, ma question ne s'adresse pas forcément à vous, Catherine. La communication intervient à tous les moments du process commercial, que ce soit de l'acquisition à la fidélisation, etc., réassurance, tout ça. Dans la chronologie, le premier push communication, est-ce que ça a été en support des ventes? Est-ce que pour bien les outiller? Est-ce que ça a été en support du customer success? Est-ce que ça a été en support de travailler la masse clientèle déjà pour s'assurer de la fidélisation? Est-ce que vous avez identifié un premier push où, ok, certes, communication externe, identifier notre positionnement, nos messages, c'est bien, mais par contre, il va falloir supporter un autre département? Est-ce qu'il y a eu un ordre ou pas forcément? Ah bah, une question d'une pro, Laura. Hein. Très bien. Ouais, j'ai du mal à répondre à cette question. Chez nous, les commerciaux, ce sont des scientifiques, parce qu'on est des scientifiques qui adressent des scientifiques, parce que voilà, on vend de la recherche en fait, principalement. Donc on n'a pas vraiment séquentialisé ce process comme ça, ouais. Non. Je sais pas ce que tu. Nous, on a effectivement travaillé sur tout le process commercial et donc tout le discours depuis la prise de contact, la prise de rendez-vous jusqu'à la fin au suivi, à l'accompagnement des clients. Donc ça, c'est un travail qui a été fait effectivement et qui permet de passer des messages et toujours un peu les mêmes messages, même jusqu'au service de maintenance. Donc oui, c'est un travail qui est fait en cohérence et qui a été fait en amont. Après, bon, je n'ai pas spécialement de réponse toute faite. Je crois que ça doit être vraiment adapté à chaque projet aussi. Chacun doit essayer de trouver le bon moment et en fonction de ses clients et de ses interlocuteurs. Bah, je pense que ce sera le mot de la fin. Si j'essaye d'une toute petite synthèse, allez, j'ose, en une phrase, superficielle ou super pouvoir, notre communication, bah, quelque part, en fait, j'ai quand même tendance à croire, et je mets mon expérience également dans la réponse, que si on arrive à nouer une relation, à créer une relation, à créer un échange, alors vous êtes peut-être face à un super pouvoir. Je vous souhaite de le développer et de le vivre souvent. Et à vous aussi, bien sûr. Merci beaucoup à tous et puis à Medicalps qui a facilité cette table ronde. Et bon salon à tout le monde. Au revoir.